Merci de nous rejoindre. Si vous venez de nous rejoindre, c'est bel et bien votre matinale qui se poursuit à travers l'analyse. Et je reçois sur ce plateau Henri, en attendant l'arrivée de Marc Goudjanou. Bonjour Henri. Carole, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de EDN TV, ceux-là qui prennent du plaisir sur cette émission. C'est comme leur café matinal, donc on doit leur dire merci beaucoup, merci pour cette fidélité-là. Et merci également à toute l'équipe qui travaille en nombre donc, pour que cette émission soit une réalité. Voilà, merci Henri pour vos encouragements au quotidien. Nous allons démarrer avec Fraternité. Fraternité qui parle ce matin, à l'instar de beaucoup d'autres quotidiens, de l'affaire Dainvo. Affaire Dainvo, jour 2, témoin à la barre, test ADN positif confirmé. Yahi, un décès. Quelle lecture en faire, Henri? Non, d'abord, il faut rappeler que le premier procès de cette affaire-là n'a pas donné donc un bon résultat, n'a pas donné donc des conclusions pour permettre aux citoyens et aux citoyennes béninois et non, même à la famille d'Ainvo de savoir, de connaître la vérité. Et donc cette réouverture de ce procès, je crois qu'avec cette session criminelle va permettre bien évidemment aux familles et également aux proches et aux citoyens de connaître la vérité. Et cette vérité-là, de savoir est-ce que vraiment Dainvo est encore en vie, parce que nous avons des rumeurs selon lesquelles il est en vie, il est au Nigeria, il est en France et tout et tout. Est-ce qu'il est vraiment décédé? Et comment il est décédé? Dans quelles circonstances il est décédé? Parce qu'on connaît bien évidemment la veuve de ce cadre du ministère des Finances qui a disparu, en 2010. En 2010. Mais à la une donc, du quotidien Fraternité qui dit oui, test d'ADN confirmé. Quand vous écoutez les avocats de la défense, il y a ambiguïté, il y a question à se demander, mais comment est-ce que les choses se sont passées? Parce que j'ai écouté encore la défense ce matin qui disait que le corps qui a été exhumé à Omer, ce n'est pas sur ce corps-là que le prélèvement a été fait. Et donc, on a amené nos bocal qui contient des prélèvements. Donc, alors que si c'est sur ce prélèvement qu'on doit faire les tests ADN, donc forcément, ça doit confirmer que Dainvo est décédé. Donc il y a cette thèse-là qui confirme que oui, il est décédé parce que là, les prélèvements qui ont confirmé que quand on a pris son enfant, que l'ADN avait son enfant. Mais l'autre chose, c'est que le corps qui est exhumé à Rome, c'est le corps de qui? Et comment c'est arrivé là? Et donc, affaire Dainvo, aujourd'hui, c'est une boîte à pendant, c'est une boîte de beaucoup de révélations, c'est une boîte qui va faire un décès et appeler le nom de plusieurs cadres qui ont travaillé sous... Ce qui a déjà commencé avec Bernard Lani d'abord, qui est passé à la barre hier pour témoigner. Pour témoigner, il n'y a que... il ne sera pas seul à témoigner, il y aura d'autres personnes. Moi, j'attends, par exemple, il y a un ministre, je ne vais pas citer son nom, je l'appelais ministre Une Piste, qui s'est agité au moment de cette affaire-là, qui connaissait tout. Alors que dans un pays sérieux, c'est le procureur qui prend le devant et qui indique les étapes, les phases. Mais c'était le ministre en son temps, vous vous rappelez de le ministre de la Justice, donc qui avait annoncé toutes les étapes, comment ça s'est passé, comment on a retrouvé une piste, et finalement la piste a conduit donc les gens vers le corps exhumé de Rome. On se rappelait donc de cette déclaration de la grande sœur de Pierre Hubert Dainvo qui disait non, je n'ai pas reconnu le corps, c'est pas le corps de mon grand frère, de mon frère, et ça a alimenté beaucoup de polémiques. Aujourd'hui, la question principale est que, est-ce qu'on aura la vérité? Oui, avec le procès, avec ce coup-là qu'on a donné au procès, et bien évidemment, la vérité va triompher. On sera, est-ce que Dainvo est véritablement mort avec le test? Oui, d'accord, mais l'autre chose, c'est de savoir que, oui, comment est-ce que Dainvo est passé de vie à trépas? Il y a ces conditions-là qui va être également une information que les citoyens doivent avoir. Maintenant, les noms des personnalités qui sont citées, est-ce qu'ils sont directement impliqués? Bon, quand Lani d'abord indique que j'ai reçu quelqu'un
au téléphone qui m'a dit d'aller remettre de l'argent au président. Même si c'est le cas, il doit avoir des ramifications pour demander au président, est-ce que vous m'avez instruit vraiment à aller remettre de l'argent à cet homme-là? Bon, de bon sens, bien sûr, mais si on ne l'a pas fait, et après 15 ans, on le dit, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut encore relever, donc on peut encore révéler, je veux dire. Et pour cette affaire-là, je pense qu'on a encore, on est au jour 3 aujourd'hui, on a encore des révélations sur révélations à entendre. Nous attendons alors l'issue de ce procès qui permettra forcément aux familles du cadre disparu de faire enfin leur deuil. Oui, oui, c'est ce que je dis. Les familles, la famille d'Anivor, oui, c'est qu'ils ne vont plus retrouver cette famille, elle ne va plus retrouver, bien sûr, leur fils, leur amour, leur oncle, leur papa et tout le reste. Mais comment c'est arrivé? Quelle est la circonstance? Vous savez, dans la société africaine, dès qu'il y a une situation qui se pointe là, quand c'est le décès de quelqu'un, comment ça s'est passé d'abord? Parce qu'on a toujours envie de savoir comment ça s'est passé. Peut-être que ça peut édifier les autres. Mais vous savez, en Afrique, il n'y a jamais une mort naturelle. Il n'y a jamais de mort naturelle. Il y a toujours un fait derrière qui est accroché donc, au départ d'un proche vers la demeure du Père Céleste. Et donc, forcément, la famille va s'attendre à avoir cette information-là. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que Danivor est arrivé à être tué? Ou bien comment il est passé de vie à trépas. De toute façon, les conditions, c'est ça qui importe aujourd'hui aux différents membres de cette famille-là. Comment est-ce que leurs proches, comment ça s'est passé? Et dans la recherche de cette vérité-là, eh bien, plusieurs témoins vont passer à la barre. Et c'est dans les déclarations, les dépositions que vous allez comprendre qu'en réalité, Pierre Danivor a été la cible d'une grosse affaire et bien évidemment, ils vont finir par dévoiler comment ça s'est passé. Parce que tous ceux qui sont impliqués au premier chef, on a dit Alpha dit non, il n'a jamais été, il ne connaît jamais Danivor. Ça met déjà en doute certaines choses au niveau du premier procès, ce qu'on a entendu au niveau du premier procès. Mais pourquoi aujourd'hui il fait ce déballage-là? Est-ce qu'il est agacé? Il se dit non, écoutez, je n'ai pas fait quelque chose, mais je paie le prix fort. Je paie le prix fort. Donc il faut que je passe la vérité. Et donc en voulant laisser la vérité, il va dire beaucoup de choses. Et là, il a commencé par en parler, par dire ça déjà, en disant que je ne suis jamais impliqué. Amoussou dit non, je ne suis jamais impliqué, je ne connais pas Danivor, je n'ai pas. Non. Donc on le a accroché. Mais qui est les deux autres, le vrai coupable. Qui sont les vrais qui sont arrivés à ôter la vie à Danivor? Il faut qu'on en arrive à savoir. Et ça, là, c'est une grosse affaire. Une grosse affaire. Et bon, pour d'aucuns, on attend de gains politiques parce qu'on s'approche de 2026. Je crois que dans certaines affaires, il ne faut pas toujours coller, il ne faut pas toujours étiqueter les affaires en mettant la politique dessus. Mais quand vous êtes aussi quelqu'un et que vous avez un proche et quand vous levez bon matin, vous vous demandez, mais il est passé où? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il ne va pas revenir? Après 15 ans, on ouvre l'affaire. Votre souhait, c'est de savoir ce qui s'est passé réellement. Bon, déjà, oui, avec le test, le bocal qui a été remis aux experts et qui ont dit, oui, on a constaté donc la mort de Danivor, mais le prélèvement qui est fait sur le code de Romain n'a pas eu ce résultat-là. Donc, il n'y a que, oui, Danivor a été véritablement est-ce qu'il a tué ou décédé? Bon, d'accord, on ne sait pas. Mais il faut que la famille ait une idée sur les circonstances de son décès pour commencer, comme vous l'avez dit, à ne pas faire le deuil et savoir que véritablement, oui, dans d'autres familles africaines, vous savez que quand vous apprenez comme ça que votre proche ne vit plus, on va même consulter pour savoir est-ce qu'il va revenir ou pas. Et dès qu'on arrive, le phare qui, excusez toutes mes excuses à ceux qui ne croient pas à cette... je dis, est-ce que c'est... bon, c'est... Le phare, quand même. Tradition. C'est la tradition. C'est la science, comme on le dit. La science, voilà. Ceux qui ne croient pas à ça. Mais il y a des familles où on va consulter le phare pour savoir est-ce que notre proche vit ou ne vit pas. Et ce que le phare révèle
permet donc aux familles de faire le deuil. Et bien évidemment, aujourd'hui, la fille de Danivo ou bien les enfants de Danivo sauront que le père a été porté disparu, mais après on a constaté qu'il est décédé. Bon, ils vont commencer par réclamer le corps. Il y a cette affaire-là, il y a cette ouverture-là qu'il faut s'attendre. Ils peuvent demander qu'on leur envoie le corps de leurs proches pour qu'ils fassent, parce que dans la famille, vous savez, il y a les rituels aussi après la mort qu'on ouvre très souvent. Et donc, pour moi, je crois que cette affaire-là, ça a encore d'autres révélations qu'il faut. D'autres révélations, c'est certain, mais est-ce qu'on peut ne pas parler d'une implication politique par rapport à cette affaire-là? Implication politique à quel niveau? Parce que est-ce que l'affaire d'un niveau existe véritablement? Oui, ça existe. Maintenant, implication politique à quel niveau? Oui, on m'a dit que la Cour qui est là, c'est installée par le président Patrice Talon, mais la Cour, toute autre Cour peut mais le nom d'un ancien président est quand même cité dans cette affaire. Mais non, naturellement, si le président est impliqué dans cette affaire-là, son nom sera cité. Il n'est pas le premier, président. Donc, oui, et on cite son nom dans des affaires. Non, on continue de citer le nom des anciens, donc les anciens présidents, pas seulement au Bénin, mais dans des affaires. Et donc, ce n'est pas la première fois où on entend le nom d'un président collé à une affaire. Mais ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui estiment qu'on a des implications politiques dans cette affaire-là, doivent aussi savoir que la famille on a un devoir vis-à-vis de la famille, c'est de faire connaître la vérité. Mais la vérité, ça s'est passé sous quel régime? Le régime de Boni Yayi. Et quand on dit que la garde républicaine, la garde rapprochée du président, on arrive à appeler quelqu'un pour d'aller remettre de l'argent. Oui. Est-ce qu'il faut faire foi donc, à ces propos? Oui. Devant là-bas, on peut faire foi à ces propos-là. C'est-à-dire que comment on est arrivé à demander à un gars du corps, ou bien à quelqu'un de la garde rapprochée du président, d'appeler quelqu'un pour lui remettre de l'argent? Pourquoi? Auquel nom? À quel titre? Pourquoi on doit le faire? Donc, sur ça, il faut déjà comprendre que, oui, des ramifications politiques. Mais non, il faut déjà aussi que les gens comprennent que, en citant le nom Boni Yayi, si demain, Yayi Boni, son nom est cité et qu'il doit comparaître, il va comparaître en tant que citoyen. Il doit comparaître en tant que citoyen. J'ai appris qu'il y a des gens qui s'apprêtent à dire non, si on l'interpellait, ils vont faire des soulèvements. Non, écoutez, s'il vous plaît, c'est la justice. Et donc, si son nom est cité, sur tous les palais, si son nom est cité, il doit comparaître pour dire ça pas de vérité et rentrer chez lui. Puisqu'il s'il n'est pas impliqué, s'il n'a donné aucun ordre, puisque tout ce qui se passe aujourd'hui, vous savez que je vais dire quelque chose. Vous savez, quand on coupe le courant, par exemple, est-ce que vous savez que la loi permet à un citoyen d'interpeller le maire de sa commune pour dire, vous savez, vous n'avez pas fait votre devoir parce que je n'ai pas de courant chez moi. Vous savez qu'un citoyen peut interpeller un maire pour dire, dans telle école, vous n'avez pas fait en sorte que les enfants ont de table. Donc, il y a des droits, des dispositions qui permettent à un citoyen d'interpeller une autorité ou pas. Donc, pour moi, implication politique, ramification politique, bon, ça peut en exister, on ne refuse pas. C'est pourquoi il parlait donc de gain politique au soir de ce procès-là. Gain politique, qui va déclencher le gain politique? Est-ce que c'est la mouvance? Est-ce que c'est l'opposition? Est-ce qui va déclencher le gain politique? Du moment où on ne connaît pas encore la vérité, attendons de voir la vérité. Et dès que la vérité va triompher, on saura qui a fait quoi et qui a fait quoi. Peut-être que, oui, en citant le nom de Yayi, d'aucuns vont estimer que ça va tenir son titre d'ancien président, ça va tenir son nom. Mais non, moi je ne vois pas autrement quelque chose. Je pense que comme tout bon citoyen, eh bien, Yayi Boni, même si l'ancien président, oui, si il est interpellé, il va répondre, il donne sa part de vérité, il fait sa déposition et il rentre chez lui s'il n'est pas impliqué. Donc voilà un peu, il faut arriver à laisser donc les gens travailler. Il ne faut pas tout le temps penser que oui, politique. Non, ma question principale, est-ce que la famille de Danivo a le devoir, le droit de savoir ce qui s'est passé avec le frère Hubert Danivo? Oui. Est-ce qu'on a le droit de lancer ce procès à nouveau pour connaître la vérité? Je pense que oui. Voilà.
Marc Goudjanou vient de nous rejoindre sur ce plateau. C'est heureux. Bonjour Marc. Oui, bonjour Carole, bonjour Henri, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Bonjour, désolé pour le retard. Voilà, c'est la situation de l'embouteillage. Nous sommes sur le premier sujet. Vous n'êtes pas trop en retard parce que nous n'avons pas encore dépassé. Non, c'est lui qui a annoncé qu'il est en retard. Sinon, il y a des gens qui viennent de nous capter. Donc, tout à fait. Je ne sais pas s'il est en retard ou pas. Alors, on était en train de parler de l'affaire d'Anivor. Votre lecture? Bon, moi, je dirais de façon très directe que l'affaire d'Anivor, ça relève pour moi, de façon personnelle, c'est mon opinion, d'une orientation un peu plus ou moins politique. Parce que, pourquoi? Il faut dire que d'Anivor et Alofa et autres ont fait 15 ans de prison. Et le chef de l'État a pris le pouvoir en 2016 et a presque 10 ans de pouvoir. Et donc, si depuis 10 ans, on n'a pas eu le temps de pouvoir traiter cette affaire et que c'est à l'orée de 2026 qu'on veut nous soulever cette affaire, moi, je trouve que la justice est un peu en retard par rapport à cette histoire. Et donc, peut-être qu'il y a des orientations politiques liées à cette affaire. Et donc, je ne veux pas trop me prononcer là-dessus. Voilà, qui est dit. Nous allons poursuivre cette émission à travers l'analyse. Nous allons aborder un autre sujet avec Matin Libre, relecture du code électoral. L'opposition et la société civile montrent à nouveau au créneau. Marc Goudjanou. Oui, bon, je pense que c'est d'autant normal qu'ils puissent monter à créneau pour pouvoir peut-être donner des orientations et puis leur avis sur un certain nombre de choses qui ne vont pas peut-être liées à la relecture du code électoral. Et donc, du moment où le chef de l'État a déjà donné sa confiance et a mis les fonds à disposition des auditeurs et des experts en la matière, je pense que ce serait toujours bien de pouvoir laisser cours aux choses pour pouvoir voir quel aboutissement cela pourrait avoir et non donner lieu à des supputations ou à des intentions peut-être inavouées. Donc, je pense d'autant plus que l'opposition est dans son rôle de pouvoir essayer de donner son opinion et son avis, en pouvant donner également ses attentes en ce qui concerne la relecture du code électoral. Et néanmoins, on attendra le travail que fera le service de Jean-Baptiste Elias pour pouvoir essayer de pouvoir voir ce qu'il en aurait. Parce qu'on parle de l'audit du fichier électoral. La révision du code électoral. La relecture du code électoral, ok. Bon, je pense que sur ce sujet, est-ce que c'est encore nécessaire en l'état? Ce qui est nécessaire, c'est le mieux, c'est d'attendre en réalité, c'est pourquoi je voulais faire en réalité la liaison entre les deux paramètres. C'est qu'il y a déjà la corrélation qui existe entre les deux. C'est que le mieux, c'est d'attendre déjà qu'on puisse faire l'audit du fichier électoral. Et qu'à la fin de cet audit, on puisse voir s'il y a des insuffisances, d'accord, et des incompréhensions qui nécessitent alors la relecture du code électoral. Mais s'il n'y a pas d'éléments probants qui puissent quand même permettre à ce que... Le cadre de concertation de l'opposition a rencontré la Sénat et ils n'ont pas pu s'entendre sur la compréhension de certains textes, de certaines lois, d'où encore cette réaction, j'allais dire, sur la relecture du code électoral. Et puis, le quotidien parle de la relecture du code électoral. L'opposition et la société civile montent à nouveau au créneau. Donc, j'estime que c'est à la suite de cette rencontre. Avec la Sénat. Oui, bon, si c'est... Il faut donc, je vais peut-être répéter de plus précision, il y a donc un atelier de réflexion sur le nouveau code électoral. Ils ont organisé donc un atelier, le cadre de concertation de l'opposition, donc qui regroupe un certain nombre de partis politiques, nous le ferons mouvement et la société civile. J'ai vu donc hier, parce qu'il était hier donc au champ d'oiseaux. Après la rencontre avec les membres de la Sénat. Oui, donc ils ont fait un atelier. Et ça a intitulé « Atelier de réflexion sur le nouveau code électoral ». Donc après, ils ont fait une déclaration finale, un communiqué final pour inviter donc, encore le gouvernement à accepter la relecture du code électoral. Mais n'est-ce pas une peine perdue? Il y a deux niveaux. Il y a que
pour l'opposition, il faut toujours... Au jour d'aujourd'hui, oui, avoir la position du chef de l'État sur le sujet. Voilà, je l'ai dit sur ce plateau, j'étais avec Mac, j'ai dit que chaque fois, il y a deux sujets. Il y a les sujets concernant l'audit du fichier électoral qui a été évacué déjà avec le cas de constatation. Donc, ça là, le chef d'État a accepté. Il y a la relecture du code électoral. La relecture du code électoral qui est d'actualité. Mais parce que pour l'opposition, il y a des dispositions qui ne leur permettent pas de faire une bonne élection en 2026. Il y a des dispositions qui sont créogènes pour utiliser donc le mot qu'ils utilisent. Mais il y a que, à ce niveau-là, comme l'avait dit, le chef d'État est clair sur sa position. Et les partis de l'opposition aussi sont clairs sur cette position-là, en disant que voilà un code qu'on a modifié, qu'on a voté, qu'on a adopté, et bien qu'on a promulgué également. Mais on n'a pas mis déjà en exécution ce code-là pour savoir qu'il y a des dispositions qui sont difficiles pendant les élections. Vous savez, dans ce pays, on est, pour les élections communales, en ce temps, on est même allé passer donc, à l'Assemblée nationale pour, bien évidemment, revoir certaines dispositions. Maintenant, au niveau du code électoral, pour eux, il y a la question de 20%, il y a la question de parrainage. Et pour 20%, ils estiment que les partis de l'opposition estiment qu'on a donné une possibilité, bien évidemment, aux partis de l'opposition, aux partis de la mouvance, avec cet accord de gouvernance parlementaire, en leur accordant donc cette possibilité. Mais les autres estiment que non, que le code n'est pas appliqué actuellement, n'est pas appliqué aujourd'hui. Le code sera appliqué en 2026. Donc, ils ont aussi la possibilité de s'offrir d'autres formations politiques pour faire un accord de gouvernance parlementaire. Mais pour l'opposition aujourd'hui, coûte et coûte, il faut passer à la relecture du code électoral. Et le point essentiel sur lequel ils mettent le doigt, c'est les 20% qu'il faut donc arriver à engranger dans chaque circonscription électorale. Ils trouvent que c'est difficile. Ils ont même, hier, ils ont... Je dis même c'est impossible, pas difficile. Voilà. Ils ont même, hier, fait cas des prêtres, comment on les appelle de la conférence épiscopale. Voilà, la conférence épiscopale qui avait fait un travail sur ça et qui avait même fait un séminaire sur ça, sur le nouveau code électoral. Et pour eux, c'est que dès que la société civile en parle, il faut que les autres aussi décident quelque chose. Et donc, ils attendent que le gouvernement... les partis d'opposition, oui, les partis de la mouvance, bien sûr, arrivent à accorder leur violon pour qu'on passe à la relecture du code électoral. On a posé la question au président de MPL en lui demandant est-ce que ce n'est pas une manière pour vous de préparer déjà le boycott des élections de 2026? Parce que vous savez, vous vous rappelez qu'il y a eu des élections où l'opposition a dit carrément nous, on ne participe pas parce que les conditions ne sont pas réunies, donc il y a d'autres choses qui sont autour. Mais le président du MPL Expérience Teben nous a dit non, on va participer aux élections. On va participer aux élections, mais nous souhaiterons que les conditions soient réunies. Et donc, ça passe par la relecture du code électoral. Donc, c'est ça, voilà. Donc, mais quand le chef de l'État dit qu'il n'y aura pas de relecture, il l'a dit à plusieurs occasions. Et les partis de la mouvance présidentielle également sont de cet avis-là. Maintenant, pourquoi ne pas prendre les mesures qu'il faille pour trouver la solution à ce problème-là et travailler concrètement afin de pouvoir vivre comme il le souhaite, l'alternance? C'est ce qu'on a toujours souligné sur ce plateau. Je me rappelle très bien, avec Laurent, on a eu amené a fait cette analyse plusieurs fois, à plusieurs reprises, pour dire que l'on connaît déjà la position tranchée du chef de l'État par rapport à un certain nombre de questions. Et donc, sur la question de la relecture du code électoral, le chef de l'État a été très clair. Et il a rappelé lors de son dernier discours sur l'état de la nation. Et donc, je ne sais pas quel rêve ou quelle orientation l'opposition veut pouvoir donner en insistant forcément sur cette relecture-là. C'est vrai, il faut le reconnaître que le code électoral en l'état actuel regorge d'insuffisances et de beaucoup de paramètres qui ne vont pas. Et donc, du coup, il va falloir forcément essayer de pouvoir réguler les choses, essayer de pouvoir aller de l'avant et oublier l'aspect, selon
lequel il faut forcément targuer sur cette relecture du code électoral pour pouvoir laisser les choses, pour pouvoir bloquer un peu l'évolution du processus électoral comme cela se doit. Parce que en se concentrant leur énergie sur cet aspect, c'est qu'ils vont passer à côté. Puisque déjà, les échéances sont déjà proches. Et donc, le plus grand travail qu'il leur reste à faire, ça ne sera pas d'aller organiser des ateliers, demander à ce qu'il y ait forcément la relecture du code électoral, parce que selon eux, il n'y aurait pas la paix, il n'y aurait pas un consensus autour de la question. Et donc, ça va ralentir en réalité tout ce qu'ils auraient eu à faire, ou bien tout ce qu'ils devaient faire en tant que parti de l'opposition, c'est-à-dire la mobilisation des militants, la mobilisation du corps électoral, essayer de régler, de regrouper un peu leurs forces autour des questions qui concernent l'alternance au pouvoir. Et donc, s'ils se targuent sur cette question-là, ils restent figé sur cette question de relecture du code électoral, c'est que forcément, ça n'irait pas loin, parce que le chef de l'État a été clair là-dessus, et donc c'est totalement incompréhensible qu'ils quand même essaient toujours de pouvoir mettre leur énergie sur cette question-là, alors qu'ils auraient pu quand même utiliser cette énergie-là afin de pouvoir combler les insuffisances qui se posent au niveau de leur militants, de leurs circonscriptions électorales, ils doivent beaucoup plus travailler afin de pouvoir ramener beaucoup de militants à leur cause. Je pense que c'est sur cette question-là qu'ils doivent beaucoup œuvrer. Parce que tel que le code, une chose est sûre, tel que le code électoral l'est, ça ne les empêche pas d'aller forcer, ça ne les empêche pas d'aller aux élections. Ils peuvent aller aux élections. Donc, néanmoins, il y a des dispositions qui empêcheront certains candidats de pouvoir aller aux élections. Et donc, c'est une bonne lutte qu'ils sont en train de faire, mais il faudrait quand même recentrer les objectifs pour pouvoir arriver à bon port. Sinon, tel qu'ils le font, ils vont perdre leur temps, alors que 2026 est déjà à nos portes. Et donc, c'est eux qui vont crier à la fin qu'ils ne sont pas prêts, parce que le temps qu'ils auraient pris quand même pour pouvoir se ménager, pour aller aux différentes élections, ils ont pris tout ce temps à crier, à organiser des ateliers, à demander une relecture, qu'ils savent eux-mêmes pertinemment que le chef de l'État est réfractaire à la chose et que ça n'aura pas lieu forcément. Et donc, il faille quand même qu'ils réfléchissent en leur, mûrissent leur réflexion pour penser vraiment changer les choses et non rester toujours sur cette question de relecture du code électoral. Voilà, nous allons poursuivre avec le quotidien L'Investigateur. Et nous restons dans le domaine politique. L'Investigateur qui parle d'Abomey Calavi, interdiction d'une manifestation politique. Dr Donsou prend acte de la décision du maire Arwan Djinou. Il invite les militants UPR au calme et promet que la cérémonie sera reprogrammée à une date ultérieure. Henri Yambaudet, j'ai bien envie de dire que ce n'est pas seulement aux partis de l'opposition que les manifestations sont interdites sur le territoire. C'est ce qu'on veut vous faire savoir. C'est ce qu'on voulait vous faire savoir. Pourquoi? C'est pourquoi il y a cette communication autour de cette interdiction-là qui, pour moi, on ne devrait pas le faire. Écoutez, l'interdiction, oui, sur un terrain de l'arrondissement, encore que on a toujours, le terrain dont il est question, on a toujours fait des manifestations sur ce terrain-là. Donsou Dossa, qui est là, avant donc de rejoindre, je crois, un parti politique, a fait la manifestation sur ce terrain-là. Zangbotorou, Zivila, est toujours fait sur ce terrain-là. Ziviekwe est toujours fait sur le terrain, sur le site, donc il est la question. Non, on va faire sérieux. On va faire sérieux pour dire que il y a un événement, il y a un acte, d'accord, qui conduit à ça. Vous savez, vous vous rappelez de cette affaire d'interdiction, le meeting du parti Les Démocrates. Oui, à sa suite, le maire avait justifié que les choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Oui, on a compris. Maintenant, et après, il y a eu un événement il y a une séquence qu'il ne faut pas oublier. Il y a que les partis Les Démocrates ont tenté une action en justice contre le maire de la commune d'Abomey Calavi à Arwan Djinou. Et dès que c'est annoncé,
n'y a pas 2 jours, 3 jours. Et donc, dès que c'est annoncé, il y a cette interdiction-là qui est intervenue pour dire que non, ce n'est pas seulement les partis de l'opposition qui sont interdits de manifestations ou de meetings dans notre commune, sur notre territoire. Il y a également les partis de l'UPR. Non, c'est faux. Il faut arriver donc à remonter un peu le débat. Vous savez, les collaborateurs, je dis à divers niveaux, sur différents paliers du chef de l'État, il faut qu'ils essaient de ne pas rendre impopulaire le chef de l'État. Je me rappelle de cette audience avec le chef de l'État, avec le Parti des démocrates, où Éric Ndouté disait au chef de l'État que chaque fois, on leur interdit des manifestations. Le chef de l'État lui a dit, prenez mon numéro personnel, dès qu'il y a eu interdiction, appelez-moi directement. Appelez-moi directement. Donc déjà, le chef de l'État, donc les consignes ne viennent pas du chef de l'État, ne viennent pas de Patrice Talon, ni de son gouvernement. Moi, j'ai posé la question, j'ai tensé le porte-parole du gouvernement, on me dit, je lui ai demandé, il y a des manifestations qui sont interdites. Et il a dit non, si c'est ça, il y a que le juge de contentieux peut être saisi par le Parti des démocrates pour avoir raison ou pas. Donc, à ce niveau-là, il faut faire. Mais cette interdiction d'Ansou Dossa sur un terrain connu comme nous, et qu'on fasse une bonne communication autour, je dis non, il y a quelque chose qu'il ne veut pas. Il ne faut pas tomber si bas. Il faut donc réorienter la communication. Maintenant, celui dont il s'agit, oui, le transfuge de BR veut rallier à l'UPR. D'accord? Dans ce dossier, il veut quitter BR pour... encore un schéma que je ne comprends pas. Vous quittez un parti de la mouvance pour rejoindre notre parti de la mouvance. Pourquoi? Parce que pour trouver meilleur positionnement. Maintenant, à Zivier, il ne faut pas dire, parce qu'il s'agit de Zivier. Bon, si vous voulez, on va faire ce débat. À Zivier, il faut dire, il y a Christophe ici, il y a d'autres ténors qui sont là, il y a dans tout ça qui vient, parce que c'est un ancien baron de la politique, il faut le reconnaître, il est reconnu dans la zone. Il a une assise politique indéniable à Zivier. Mais à ce niveau-là... C'est ce monsieur qui m'a fait, hein, pendant des années. À ce niveau-là, il faut dire que on peut mettre en avant autre raison. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas tomber si bas. Il faut mettre en avant une autre raison. Christophe ici ne souhaiterait jamais que dans tout ça vienne au niveau du parti politique UPR. Parce que ça va déranger. Les intérêts sont menacés. Les intérêts sont menacés. D'autres parents sont là. Et puis, connaissant celui dont on parle, il est prêt à même drainer un monde fou pour cette formation politique-là. Moi, j'aurais souhaité qu'il reste au niveau de BR et qu'il travaille à montrer encore sa suprématie politique dans la zone, au lieu de se rallier à et s'il n'est pas reconnu à sa juste valeur au sein du BR, parce que c'est vrai, c'est ça, c'est la vraie question qui se pose avec le leadership au sein des grands partis de la mouvance présidentielle. Parce que vous prenez une zone comme Zinvier, par exemple, où vous reconnaissez que Dansou Dossa a une assise terrible et que au sein du BR, à ce niveau-là, on positionne quelqu'un qui est moins efficace que lui et qui doit lui donner des directives, vous imaginez que ce ne serait pas de gaieté de cœur et qu'il reste là en tant que leader politique dans cette zone-là et qu'on puisse lui intimer des ordres à tout moment. Et donc, à un moment donné, une chose est sûre, c'est forcément une bonne raison qui l'a poussé forcément à quitter le BR. Peut-être qu'on ne le reconnaît pas à sa juste valeur et qu'il estime que peut-être aux côtés de l'UPR, ou peut-être il a eu des garanties avec le président de l'UPR, je veux parler de Joseph Diogbenou, il a échangé peut-être avec certains cadres de l'UPR, le maire Arwandino également, qui est militant de l'UPR, qui est coordonnateur de l'UPR également. Donc il a eu à échanger avec tous ceux-là et c'est tout ça peut-être qui lui a donné en réalité la garantie qu'il pourrait être mieux traité là-bas, ou bien il se reconnaît beaucoup plus mieux parmi les siens au sein de l'UPR que peut-être au sein du BR. Une chose est sûre, ce sont des guerres de leadership au sein des grands partis de la mouvance présidentielle et c'est de bonnes guerres. Mais lorsque je reviens sur la question de l'autorisation qui a été rejetée, par exemple, telle que l'a dit Henri, moi, je ne trouve pas, il n'y a même pas matière à médiatiser ou à faire des essais de communication sur la question. Parce que le terrain dont on parle est un terrain qui a toujours servi à des manifestations du genre. Et même au-delà, au niveau des manifestations culturelles. Donc la raison fondamentale qui est évoquée
n'est pas une raison assez valable, qui a du poids et qui peut amener les citoyens les uns et les autres à comprendre que c'est peut-être parce qu'il y a tel événement le jour-là, ou bien c'est parce que le lieu n'est plus approprié, ou bien il y a c'est mal aménagé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison en réalité valable qui puisse motiver cette prise de décision. Et c'est ce qui amène peut-être les uns et les autres à penser que, ok, comme on est en train de crier qu'on interdit que les démocrates, alors il faille quand même trouver, en tout cas, quelqu'un qui va nous aider quand même à interdire une manifestation. Et malheureusement, c'est tombé sur l'installation de Dansou Dossa. Et donc, non, c'est une bonne communication pour lui quand même. Même si c'est plus l'événement, on sait qu'il est désormais dans lui. Oui, quitte à ce que ces autres alliés du côté du BN ne se moquent pas de lui pour dire que, bon, malgré Mais il a rassuré, il a promis que l'événement aura lieu. Oui, forcément, ça aura lieu. Ça aura lieu. C'est pourquoi on pense, ou bien Henri pense tout comme moi, que c'est une orientation un peu politique, tout juste pour distraire tous ceux qui pensent que peut-être les démocrates ne sont pas autorisés, et donc ils ne sont pas les seuls partis à ne pas être autorisés. Et donc, il faut trouver quand même quelqu'un qui puisse quand même bien jouer le jeu. Et donc, bon, c'est la mairie de Calavi qui est concernée par la question. Voilà, je fais quand même un coucou à mon ancien directeur, Dansou Félix. C'est tout un honneur quand je le vois. Je lui dis toujours merci parce que... Professionnellement, pas politiquement. Non, pas politiquement, rien à voir. Exactement, il faut le préciser. Professionnellement, pas politiquement. Il m'a vu grandir, j'ai fait son école. Et aujourd'hui, si je suis ici, j'ai une place ici, c'est grâce à la qualité de l'enseignement qu'il nous a inculqué. Ça ne veut pas autant dire qu'il est toujours si excellent politiquement parlant. Ça ne veut pas dire également qu'il est aussi bon politiquement parlant, tel que vous le dites. Mais il a dit, il est bon. Moi, je ne suis pas politique, mais il a dit que ses actions parlent en son nom. Ce n'est pas seulement le fait... Mais je ne le défends pas, je reconnais ce que l'homme a fait pour moi, sur le plan professionnel. Et puis en plus de ça, on faisait partie de la première promotion littéraire de son établissement. Et il a accepté qu'on crée un journal scolaire. Et c'est grâce à ce journal-là que moi, je me retrouve ici. Donc, je fais un coucou. Il fallait cette précision-là. Donc, c'est moi qui l'ai amené à donner cette précision. Sinon, les téléspectateurs ne comprendraient pas. J'espère qu'il est tout autant fier de moi que je suis. Il vous a donné cette opportunité-là. Voilà, de rejoindre la presse. Oui. D'avoir cette passion-là. Il n'a pas étouffé cette passion en vous. Voilà. Oui, donc, il faut le reconnaître ça. C'est tout. Voilà, oui. Et politiquement? Merci, directeur Dossa Dansou. Politiquement. Politiquement, je ne m'y connais pas. Donc, du coup, je ne vais pas sur ce plan-là. Nous allons aborder un dernier sujet. La commune de Savin, où les collines, plusieurs villes des collines, vont bénéficier bientôt de l'eau. C'est une décision du Conseil des ministres. J'essaie de me retrouver dans mes prises de notes, mais c'est déjà... C'est déjà l'information. Henri? Non, quand vous prenez donc la question du développement, il y a des choses qui sont indéniables, qui sont importantes à faire pour qu'une ville, pour qu'une population, pour qu'une communauté connaisse le développement. Il y a l'eau et l'électricité. Le président Patrice Talon, avec son gouvernement, il travaille sérieusement. C'est une bonne nouvelle pour les gens de Savin et de Bantais. Oui, tout à fait. Les gens de chez toi. Oui. Et naturellement. Reconnaissez-le. Je vois maintenant l'intérêt du sujet. Voilà. Que le président Patrice Talon... Non, pas du tout. C'est une information qui touche la société. Et quand on fait l'analyse, ce n'est pas seulement de la politique. On parle, donc, j'ai abordé ce sujet dans le registre société. Voilà, ok. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la localité. Savalou et Bantais, je ne suis même pas là. Oui, c'est vrai que c'est des villes de collines, mais ce n'est pas ma ville. Oui.
D'accord, c'est pas grave. Vous êtes béninoise, voilà. 100%, c'est déjà bien. Donc, on est pour ces citoyens-là de Bante et de Savalo qui auront accès bientôt à l'eau potable parce qu'il est important. Il est important que les citoyens aient accès à l'eau potable parce que ça fait partie, donc, comme je l'ai dit, des axes de développement. Mais pas plus loin, pas loin de chez nous. Je voulais ce matin inviter le chef de l'État à jeter un regard sur la commune de Zé, précisément l'arrondissement de Sédiédénou. À Sédiédénou, à côté ici, ça ne fait même pas 123 km si je m'abuse. Ces citoyens-là n'ont pas de l'eau potable. Ils n'ont pas de l'eau potable et la difficulté d'accès est constatée et observée. Il n'y a pas ce jour-là où les citoyens ne se plaignent de ce que c'est difficile pour elle, cette population-là, d'avoir de l'eau potable à portée de main. Donc, il y a jeté aussi un regard sur cet arrondissement de Zé. Et féliciter déjà le gouvernement pour le travail qui a abattu pour que, au niveau de la politique d'accès de l'eau, oui, le chef de l'État, le porte-parole l'a rappelé l'autre fois, que cette politique-là, c'est une dynamique qui continue. Et quand vous allez à Zundia ou bien à Toba, il y a une grosse infrastructure qui est en train d'être construite là pour desservir les populations environnantes en matière d'eau potable. Donc moi je pense que c'est déjà un alternatif du gouvernement ce qui est en train d'être fait là. Oui, c'est vrai que l'eau c'est la vie. Hein. Et tant qu'il y aurait des actions, c'est pourquoi on dit on ne peut pas forcément tout peindre en noir en ce qui concerne la gouvernance du chef de l'État. L'eau, c'est la vie. Et en ce qui concerne un certain nombre de réalisations qui touchent des points clés, des points très sensibles où les populations se retrouvent dans ce besoin-là parce que l'absence d'eau potable, ça rend malade. Et donc, ça tue. Et ça fait confronter les populations à des problèmes de santé alors que déjà, à ce niveau, on n'a pas assez de couverture sanitaire. Et donc, c'est déjà un véritable problème qui est en train d'être réglé, qui est en train d'être, en tout cas, solutionné pour pouvoir quand même régler le problème. Et donc, il va falloir quand même essayer de continuer dans la même dynamique pour permettre également à certaines zones de pouvoir avoir accès, tel que l'a dit Henri. Henri a souligné quelques zones où il n'y a pas, qui sont dans le sud du Bénin ici, qui n'ont pas d'eau potable. Et donc, on inviterait quand même le gouvernement à faire plus d'efforts pour que quand même ces populations-là puissent bénéficier de l'eau potable. Et c'est vrai qu'il y a des extensions qui sont en train d'être faites également dans certaines zones. Donc, il faut quand même remercier quand même le gouvernement pour cet effort-là, parce qu'il faut reconnaître que de 2016 à ce jour, il y a eu une très grande avancée en ce qui concerne la fourniture en eau potable au Bénin, comparativement aux années précédentes. Et donc, que cette dynamique continue, et même après 2026, que cette dynamique continue également. Voilà qui vient mettre un thème à la deuxième rubrique de cette émission.